Bonjour et bienvenue sur Once Upon an Island Green Tourism, le podcast qui met en lumière les petites îles du monde, territoire pionnier d'un développement plus durable. Chaque semaine, pendant 1 mois, partez à la rencontre d'insulaires qui agissent concrètement pour la préservation de l'environnement et la promotion d'un tourisme durable sur leurs îles. Un podcast présenté par Ingrid Blanchard et Isabelle Anne, produit par Smilo et Fragile Porquerolles, financé par le programme Erasmus+, de l'Union européenne. Cette semaine, je vous emmène sur l'île de Porquerolles. Située dans le sud de la France, Porquerolles est la plus grande des 3 îles d'hier. Réputée pour ses plages de sable fin, ses eaux turquoises et transparentes, elle est devenue une destination estivale incontournable. Et la nomination en 2015 d'une de ses plages comme plus belle plage d'Europe n'a fait que renforcer son attractivité. À moins de 20 minutes du continent en bateau, elle s'étend sur 7 km de long pour 3 km de large et compte 300 habitants environ à l'année, avec des pics de fréquentation qui ont pu atteindre 10 000 personnes par jour en plein été, soit 1 million de visiteurs par an environ. Cette hyperfréquentation estivale pose de nombreux problèmes. Atteinte à l'environnement, gestion de l'eau et des déchets, saturation des services et au final, insatisfaction des visiteurs. Heureusement, l'île est propriété de l'État. Elle est définitivement protégée par le statut de parc national depuis 2012. On le voit bien, c'est une île à la fois très touristique, mais également très protégée. Est-ce que le tourisme de masse et l'hyperfréquentation estivale restent compatibles avec le caractère unique et exceptionnel du site ? Pour en parler et évoquer les solutions envisagées pour assurer la préservation de l'île en maintenant son dynamisme économique, je reçois Virginie Fernandez, chargée de mission accueil au Parc national de Porquerolles, Laurence Cananzi, vice-présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Var, référente tourisme et dirigeante de l'Hôtel des Mèdes, Anaïs Delègue, adjointe spéciale de l'île, et Geoffrey Rillon, propriétaire du bar-restaurant L'Escale. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes chargée de mission accueil au Parc national de Porquerolles et vous habitez Porquerolles à l'année. Plus de 80% de Porquerolles est propriété de l'État depuis 1971 et l'île bénéficie du statut de parc national depuis 2012. Près d'1 million de visiteurs et de plaisanciers sont attirés chaque année par ses plages, sa végétation, ses paysages, ses forts ou ses fonds marins. Et plus de 80% de la fréquentation annuelle se fait entre avril et septembre, 40% concentrés seulement sur juillet et août. Pour commencer, Virginie, qu'est-ce qui fait de Porquerolles une île au caractère d'exception en termes de biodiversité et qui justifie justement son statut de parc national ? Porquerolles, c'est vraiment un petit bijou au milieu de la Méditerranée, et ce qui en fait la particularité, je dirais que c'est sa diversité discrète, mais tellement importante sur 12 km², puisque c'est à peu près la superficie de l'île. Eh bien, on a des paysages très variés, très différents, entre les falaises rocheuses, les plages sableuses, la pinède, l'ailleuseraie, les milieux humides. On a plus de 700 espèces végétales qui ont été répertoriées, donc 45 qui sont d'intérêt patrimonial, une faune également diversifiée. Alors, on n'a pas d'éléments, on va dire, spectaculaires. Toute la richesse de l'île est un peu à l'image justement de l'île, c'est-à-dire discrète mais d'une grande valeur patrimoniale. Un patrimoine naturel et un patrimoine culturel également qui marque aussi la spécificité de cette île qui est habitée depuis tellement d'années. Et cette histoire enrichit aussi la biodiversité de l'île. Est-ce que vous pourriez nous dire, Virginie, qui sont les touristes qui viennent à Porquerolles ? Qu'est-ce qu'ils recherchent et est-ce qu'on peut dresser une typologie de touristes en fonction de leurs attentes ou des saisons ? Je pense qu'on peut faire 2 grandes catégories. Les visiteurs plutôt sur les ailes de saison, donc qui viennent plutôt au printemps ou à l'automne et qui sont plutôt des randonneurs, des marcheurs, des promeneurs avec plus ou moins de curiosité pour la nature, mais qui viennent plutôt dans un esprit de découverte. Et puis on a les visiteurs de l'été qui, eux, sont plus en quête d'exotisme, donc viennent à la recherche des plages, du soleil. En vous écoutant, on comprend que Porquerolles est une île très attractive, victime de son succès, et que le principal fléau qui touche l'île aujourd'hui, c'est l'hyperfréquentation estivale qui menace son caractère même de parc national. Quels risques liés à l'hyperfréquentation estivale vous identifiez à Porquerolles ?
Le premier, c'est bien sûr l'impact environnemental, l'impact où on a 1 million de visiteurs, vous l'avez dit, chaque année. Ça fait 2 millions de pieds en moyenne qui marchent partout et qui peuvent générer des dérangements ou des dégradations sur la flore, sur la faune. Mais derrière, il y a aussi tous les éléments sociaux, parce qu'on peut parler de problématique de l'eau, par exemple, sur l'île. Alors bien sûr que c'est un problème environnemental, la raréfaction de l'eau, mais c'est aussi un problème social et presque sociétal, j'ai envie de dire aujourd'hui. Et se pose du coup la question de la qualité de l'accueil dans un parc national, dans un espace préservé et protégé. On se doit aussi d'accueillir les visiteurs et de leur proposer une expérience agréable et une expérience qui puisse marquer le visiteur dans le bon sens, lui donner envie de préserver et de porter des comportements vertueux en dehors de ce territoire. Alors sensibiliser, c'est aussi réguler. Certaines personnes ignorent, quand elles arrivent à Porquerolles, qu'elles se trouvent dans un parc national. C'est peut-être dû à l'appellation, puisque le nom du parc, c'est le parc national de Porquerolles, donc il porte le nom de l'île voisine. Quels sont les lieux et les actions de sensibilisation menées par le parc, justement, auprès du grand public ? Alors la question est complètement pertinente parce que je crois que tout l'enjeu est là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire ne venez pas et de mettre sous cloche des espaces. On pourrait citer en exemple le développement par exemple de la marque Esprit Parc National, et donc cette marque développe des valeurs qui sont portées par les partenaires. Alors ça peut être des hébergeurs, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des guides également qui vont se former, qui vont bénéficier de l'expérience du parc national et de sa notoriété également pour être les ambassadeurs du parc, pour pouvoir informer en amont les visiteurs. Ces porteurs de la marque Esprit Parc National s'engagent déjà eux-mêmes dans une démarche donc de réduction des déchets, d'économie de l'eau, et dans cette démarche de tourisme durable. On pourrait prendre en exemple les guides qui limitent le nombre de personnes dans leur groupe pour justement pouvoir offrir un service de qualité et ne pas surcharger non plus les territoires. Au-delà de cette marque Esprit Parc, vous avez également des programmes de découverte, de balades. Je pense aux projections nocturnes aussi que vous faites plutôt au pic de saison. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, le parc national met en place depuis plusieurs années un programme d'animation qui se répartit en 3 grandes manifestations. Les points rencontres, qui sont des rencontres avec les agents du parc eux-mêmes, qui viennent parler de leur parc, de leur île, de leur mission, de leur passion, au travers des petites grenouilles et des petits oiseaux. Les balades découvertes qui mettent en avant plutôt les guides marqués justement, et donc un autre regard, une autre façon d'aborder le territoire. Et puis les écrans nature qui sont des projections à la belle étoile où là encore on est un peu transporté au travers d'autres problématiques qui sont très proches de celles des îles, et derrière ça permet d'avoir des débats. Alors là on parle essentiellement des visiteurs terrestres, mais l'île elle est également victime d'une hyper-fréquentation de ses plages. Il me semble que le parc mène aussi des campagnes de sensibilisation éco-gestes auprès des plaisanciers. Vous pourriez également nous en dire 2-3 mots ? Donc on a des associations qui vont intervenir au plus près des plaisanciers pour échanger avec eux sur leurs pratiques, sur le mouillage, mais aussi sur l'utilisation, par exemple, des détergents à bord, sur la gestion des déchets. C'est bien accueilli ? Alors, de manière générale, oui. Je vous dirais qu'on a toujours une poignée d'irréductibles, mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même relativement bien accueilli parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, une partie de la population impacte sans en avoir conscience. Là, on était sur les démarches de sensibilisation, mais s'agissant des plaisanciers, il y a également un projet de zone de mouillage et d'équipement léger qui a pour vocation de préserver l'environnement en limitant le nombre de plaisanciers au mouillage par la mise à disposition de bouées d'amarrage à encre écologique. Ça a été mis en place à Porquerolles. Est-ce qu'il y a une volonté de mettre ça également en place à Porquerolles ? Oui, alors effectivement, la sensibilisation, c'est important, mais des fois, ça suffit pas. Le nombre, la quantité, l'urgence aussi fait que on passe également par des aménagements où l'objectif principal de ces zones, c'est de préserver l'herbier de Posidonie, de l'ancrage
et de sa destruction. Et donc effectivement, il y a un projet d'installation sur Porquerolles. À quelle échéance ? Je voudrais pas dire de bêtises, mais le projet est lancé, les premières études sont en cours et on devrait pouvoir voir les résultats très rapidement. Alors peut-être pas à l'été 2022, mais 2023, 2024, on devrait déjà commencer à avoir les premières structures sur place. Le parc a fait le choix de la régulation à travers la concertation des habitants et des commerçants. Des enquêtes ont fait émerger une vision partagée d'une île qui ne perde pas son authenticité, qui vive dans son époque et de façon équilibrée, grâce à une fréquentation ciblée sur les qualités de Porquerolles et pas sur son image uniquement balnéaire. L'étude sur la capacité de charge a permis de faire émerger un chiffre seuil de fréquentation. À partir de 6 000 visiteurs débarqués par jour, l'insatisfaction des visiteurs passe de 24 à 48%, donc on voit que ça fait véritablement un bond. Au-delà de l'insatisfaction des visiteurs, quels sont les impacts sur l'environnement de l'île à partir de 6 000 visiteurs ? Au-delà d'un certain seuil, ne serait-ce que l'accès à l'île devient compliqué, c'est-à-dire que tout devient compliqué. L'accès au parking, l'accès au bateau, des queues des files d'attente interminables. On arrive sur la plage, on est vite déçu parce que les plages, en général en Méditerranée et encore plus sur les îles, sont relativement étroites. Et cette qualité d'accueil, elle n'est pas au rendez-vous. Voilà. Et c'est vrai d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi vrai d'un point de vue économique. Je pense que c'est aussi frustrant pour les professionnels qui ont quand même à cœur d'apporter un service de qualité à leurs clients ou à leurs usagers et qui au bout d'un moment peuvent plus, c'est juste plus possible de suivre la cadence. Et nous on le voit dans nos points d'accueil également où on aime apporter un conseil personnalisé, de qualité, etc. Et puis quand on a trop de monde d'un coup, en fait c'est un petit peu de l'abattage, voilà, la plage de la Courtade c'est par là, la plage d'Argent c'est par là. C'est frustrant pour tout le monde, pour les visiteurs et aussi pour les professionnels. Laurence Cananzi, vous êtes ancienne vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, référente tourisme et dirigeante de l'hôtel Les Mèdes à Porquerolles. Anaïs Delegue, vous êtes porquerollaise et adjointe spéciale de l'île. 2020 a marqué un tournant pour l'île qui a vécu un été réellement atypique avec un besoin de défoulement post-confinement entraînant une augmentation significative de la fréquentation, beaucoup d'incivilités, des poubelles qui débordent, des temps d'attente dans tous les lieux d'engorgement, navettes, location de vélos, restaurants. Laurence, vous qui êtes responsable de l'hôtel des Mèdes, comment avez-vous vécu cet été 2020 ? Alors, l'été 2020, on va dire qu'il a été très compliqué. Alors, il a été compliqué à tout point de vue. D'abord pour la crise Covid, mais ça, c'est pas une surprise. Il a été compliqué aussi par en effet un afflux de visiteurs qui a été particulièrement conséquent par rapport aux autres années. La surfréquentation, on l'a subie sur ces mois-là depuis plusieurs années. Donc, ça a été vraiment le point d'orgue, le point maximum de ce qu'on pouvait supporter. Je pense que ça a été le déclencheur pour vraiment mettre en place les mesures qui ont été prises. Il n'y aurait pas eu ça, je peux dire qu'on aurait peut-être encore attendu 1 an ou 2. Là, ça a été vraiment un ras-le-bol général, autant des visiteurs que des commerçants, que des habitants. Concrètement, pour vous, ça s'est manifesté comment ? Vous n'arriviez plus à accueillir les visiteurs ? On vendait 50 chambres au mois d'août en 2018, en 2019, en 2020 aussi. Donc pour nous, ça n'a pas changé. Mais je prends l'exemple des restaurateurs où on peut faire 2 ou 3 services, on peut pas en faire 5. On peut pas circuler, que ce soit en vélo ou à pied, pour des personnes qui viennent à la journée, quand on peut pas descendre dans le village parce que y a tellement de monde que c'est irrespirable. Il y a du monde partout, tout le temps. Anaïs, vous preniez fraîchement vos fonctions d'adjointe spéciale à cette époque. Comment vous avez vécu ce baptême du feu ? Ce qui a changé par rapport aux autres années, c'était beaucoup d'incivilité. On a eu beaucoup de petites infractions, alors de la petite délinquance, mais qu'on ne connaissait pas à Porquerolles. Des tags, des jeunes qui rentraient dans les villas ou qui allaient visiter les jardins, des jardins privés. Il y a eu des petits vols, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de nuisances sonores. Geoffrey, vous êtes propriétaire du bar, restaurant L'Escale à Porquerolles. Est-ce que vous avez été témoin de la hausse de la fréquentation ces dernières années et quelles répercussions ça a eu sur votre activité ? Alors oui, on a vu, dans un premier temps, on a vu la hausse de fréquentation. D'ailleurs, c'est ce qui explique aussi le développement de notre restaurant, jusqu'à où là, vraiment la saison 2020, oui. Où là, d'un coup, on a pris une claque. En fait, on s'est vraiment rendu compte que l'île n'était pas capable d'absorber ce flux de personnes. Et c'était à des moments presque angoissants. Et c'est là où on s'est vraiment dit que ça nous desservait en plus d'être dangereux pour l'île.
C'était dangereux en termes d'image. Justement, fin 2019, le Sénat a adopté la proposition de loi présentée par Jérôme Bignon et portée par le Parc national, proposant diverses mesures tendant à réguler cette hyperfréquentation dans les sites naturels et culturels patrimoniaux. La loi Bignon vise notamment à renforcer la capacité d'action des maires confrontés à l'hyperfréquentation d'un site naturel ou patrimonial, comme dans le Verdon, le Pilat, le Mont-Saint-Michel ou Porquerolles par exemple. Une jauge maximale journalière de 6 000 passagers, toutes compagnies maritimes confondues, a été instaurée. Quel est pour vous le bilan de l'instauration de cette jauge ? Sur la mise en place de la jauge et de la fréquentation, je pense que dans un premier temps, on peut se féliciter du fait que ça a été mis en place. C'est un premier pas. Alors, on n'a pas tout réglé en 2021. Il y a encore du travail, il y a encore des choses à développer. Voilà, on arrive petit à petit à écréter cette tendance-là, et donc en essayant de répartir un peu différemment la fréquentation pour un apaisement, une qualité d'accueil et d'offres commerciales, voilà, et bien sûr la préservation de l'île. Et peut-être, on parlait tout à l'heure de la sensibilisation et de la prise de conscience que Porquerolles fait partie du parc. Exactement. Dès cet instant-là. Exactement. Le cœur du débat est là, hein. Encore une fois, l'idée c'est pas de mettre l'île sous cloche et de dire aux gens ne venez pas, ça va être l'enfer, on va vous attacher par paquet de 10 sur les plages, on va vous faire bronzer debout, vous allez faire piquer par les méduses. Non. On dit venez, mais venez en sachant pourquoi vous venez. Quel est pour vous justement le bilan de l'installation de cette jauge ? Alors moi je pense que ça a eu un réel impact et un impact positif. Le fait qu'on ait vraiment travaillé tous ensemble, à l'instar du parc, puisque c'est eux qui ont initié cette démarche-là, c'est vrai que ça nous a permis de nous mettre d'accord sur un chiffre, et je pense que cette année on a vraiment respiré. Par contre, il y a eu une véritable campagne de communication sur le fait qu'attention, il y a une régulation sur l'île. Alors les gens il y en a même que je pense ça a freiné complètement. Alors c'était bien ou c'était pas bien, mais toujours est-il que cette année on a respiré. Et au niveau chiffre d'affaires, globalement, que ce soit pour nous ou pour les autres commerçants, moi j'ai fait un peu le tour. Tout le monde a tiré son épingle du jeu, on était ravis, on a travaillé dans de meilleures conditions, on a bien travaillé. Et comment vous avez accueilli du coup justement l'instauration de cette jauge pour les navettes qui desservent l'île en 2021 ? Alors moi je l'ai très bien accueilli parce qu'il n'y a plus aucun plaisir à refuser les gens à tour de bras devant son restaurant. Dire ça crée des tensions parce que les gens ont fait la queue des heures pour se garer, pour prendre le bateau, pour venir. Ils viennent devant un restaurant, on leur dit non. Ils font le restaurant d'après, on leur dit non. Vous avez ressenti l'impact de la mise en place de ces jauges ? Ah oui, de toute façon, il fallait le faire, il fallait limiter. Alors ça a créé un peu des tensions au sein de certains commerçants parce que en termes de business model, on a quand même la chance d'avoir des établissements où tous les jours vous avez des bateaux qui vous ramènent 8000 clients potentiels. Donc le souci de est-ce qu'on va travailler ou pas, je pense on fait partie quand même de commerce où on se pose moins cette question. Donc après les jauges restaient quand même assez hautes. Donc quand vous dites les jauges restaient assez hautes, est-ce que vous pensez qu'on pourrait encore aller un petit peu plus loin ? Je pense qu'à terme on va descendre encore parce qu'on n'arrive toujours pas à gérer nos déchets, enfin plein de problématiques à côté, et ça passera que par la baisse de fréquentation. Alors évidemment, ça fait un peu hurler certains de mes collègues quand je dis ça, parce que évidemment ça fait peur. Mais vous faites plutôt partie justement des commerçants qui. Je veux surtout que l'expérience Porquerolles reste un moment magique pour les gens qui viennent. Voilà. Moi, je suis pas né, j'ai pas grandi à Porquerolles, mais Porquerolles a fait partie de mon paysage depuis que je suis petit. J'y venais régulièrement en famille, l'été, en bateau, je venais pêcher, d'avoir cette île à 10 minutes de bateau. Pas besoin de traverser la terre pour trouver une pépite. Je veux dire, vous venez à Porquerolles, c'est quand même magnifique. Et le problème, c'est quand on rentre dans cette surfréquentation, c'est de la déception. Anaïs, est-ce que vous pensez que les élus et les habitants sont prêts à aller encore plus loin dans cette limitation ? Je sais pas, je ne pense pas, et moi personnellement je ne le souhaite pas. Les mesures qui ont été prises ont permis vraiment de limiter cette surfréquentation à un niveau convenable. Au niveau de l'engorgement, on parlait tout à l'heure de l'engorgement au niveau du bateau, au niveau de la route de Gien, il n'y a quasiment pas eu lieu l'année dernière. Je ne pense pas qu'il faille encore plus limiter la fréquentation, puisque là il semble qu'on ait trouvé un seuil qui convienne à tout le monde.
Vous partagez cette opinion, Laurence ? Oui, complètement. Alors encore une fois, des ajustements, il y en a besoin. Hein. Lier le parking, par exemple, avec la réservation informatisée. Pour moi, l'ajustement passerait aussi par le fait que la réservation automatique, elle doit se faire toute l'année. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi on irait chercher encore plus loin un système qui, pour l'instant, satisfait tout le monde. Je sens quand même dans votre ressenti, Virginie, que l'instauration de cette jauge, elle pose les premiers jalons d'une prise de conscience et d'une régulation plus assumée collectivement. Est-ce que vous pensez que les élus et les habitants sont prêts à aller encore plus loin ? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller encore plus loin ? Alors je pense qu'il faut aller encore plus loin et j'espère que les élus et les gestionnaires ont cette conscience aussi. Je pense qu'on y vient, il y a une vraie prise de conscience générale de cette nécessité et pour moi la mise en place de cette jauge est une très bonne chose, mais c'est pas une fin en soi. Et il faut qu'on aille plus loin dans la préservation de ce site qui est aussi porteur d'autres messages, c'est-à-dire que on lutte très fort pour protéger Porquerolles parce que c'est notre petit bijou et voilà, c'est une île de passion. Enfin, moi j'en suis tombée amoureuse il y a plusieurs années et voilà, je suis toujours surprise par cette île. Mais ce qu'on fait sur un petit territoire comme Porquerolles peut aussi servir sur d'autres territoires parce que les problématiques sont quand même très très similaires. Alors justement, vous pensez que Porquerolles pourrait constituer un futur site pilote de tourisme durable, un modèle d'île exemplaire ? Est-ce que pour vous, l'île, elle en a le potentiel ? Je pense qu'elle en a le potentiel, très fortement. Il y a encore du travail, mais je pense effectivement que l'île rassemble un certain nombre de problématiques qui peuvent en faire effectivement un site pilote, parce que c'est une petite île sur un territoire qui est extrêmement fréquenté, parce que si on la replace dans le département du Var et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est sur un des sites les plus touristiques de France. On a des problématiques environnementales fortes, à la fois liées au contexte, donc on pourrait parler de la problématique de l'eau, mais aussi des problématiques plus globales sur le réchauffement climatique, la montée du niveau de la mer, et puis une population, des partenaires, des usagers, des acteurs qui sont profondément engagés autour de cette démarche et il y a quand même un fort potentiel pour que ça fonctionne. Alors moi, c'est vraiment mon rêve. Je souhaiterais qu'on soit plus qu'un pilote, mais qu'on soit exemplaire sur la gestion de ce développement durable qui, avec ces trois piliers de la société, l'économie et l'environnement. En plus, on est dans un microcosme, on se connaît tous, on est sur une île. Pour moi, c'est juste une chance inouïe. Je trouve que Porquerolles, ce serait pour elle d'abord une chance pour l'avenir, déjà. Mais c'est vrai que pour nos enfants, le fait que Porquerolles soit une île pilote, moi j'ai connu Porquerolles à l'époque où on faisait des feux de bois sur la plage d'Argent, la bouillabaisse. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'inconcevable. Aujourd'hui, on fonctionne par interdiction, par limitation. Si on pouvait revenir à une liberté de fonctionnement parce que les gens seraient éduqués, et pour moi, c'est une utopie, c'est un rêve, mais je suis pas certaine que ce soit pas réalisable. Je suis plutôt certaine que ce soit réalisable à court terme. Quels sont pour vous les sujets sur lesquels il est important d'agir parallèlement à la régulation pour sauvegarder la beauté de l'île et la préserver des effets de la pression touristique ? On parlait tout à l'heure de la problématique de l'eau. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler de la mise en place du Sea Line, par exemple ? Pourquoi il est si attendu ? Pour des raisons sanitaires déjà, basiquement, pour des raisons de gestion. Quand vous avez un bateau qui perd son hélice au milieu, qui nous emmène de l'eau du continent, qui pollue 10 fois plus que le fait de faire une tranchée et de poser un tuyau pour avoir un aménagement d'eau, ça ne veut pas dire que parce qu'on va avoir le signal, ça va être, on va ouvrir les robinets. Pour nous, avoir le Sea Line, c'est une tranquillité de fonctionnement et aussi une gestion un peu plus intelligente de ce qu'on peut avoir de l'eau aujourd'hui. Sur la question des déchets, qu'est-ce qui est fait à Porquerolles ? Malheureusement, pas grand-chose. On aimerait bien qu'il y ait plus de choses qui soient faites. Je prends l'exemple des poubelles, des bacs, des containers. Moi, je suis allé dans des sites classés où ce sont des containers enterrés, en effet, qui ont une grosse capacité, qui permettraient d'éviter des allers-retours incessants des camions qui traversent en plein mois de juillet, parce qu'en plus, il y a plus de monde, donc il y a plus de déchets, donc il y a plus de rotation. Enfin, ça, c'est mathématique. Donc, il y a plus de transport, plus de carbone, et une gestion des déchets qui fait que les poubelles débordent parce qu'on a des containers trop petits, parce qu'on peut pas non plus mettre des trucs énormes. Bon, on a demandé, et je me souviens de ça, c'était un sujet qui a au moins une dizaine d'années, de pouvoir mettre des containers enterrés qui ont une énorme capacité, qui seront relevés, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours en période estivale, qui éviteraient des rotations, etc. Blocage de l'ABF.
architecte des bâtiments de France, on est sur un site classé, on met pas de containers enterrés. Moi, je pense qu'il y a un deuxième souci qui est un problème d'éducation. Aujourd'hui, on sait qu'il faut trier. Les gens, ils sont en vacances, ils se disent, bon, ben, on est en vacances, on triera une autre fois. Mais en même temps, on les incite pas à trier. Hein? Comment on sait qu'on arrive dans un parc national ? Moi, quand j'arrive à la Tour Fondue ou quand j'arrive à Porquerolles, je sais pas que je suis dans un parc national, que je dois faire encore plus attention que chez moi. Il faut une sensibilisation en amont beaucoup plus importante. Moi, j'ai vu visiter des parcs où je suis désolée, à partir du moment où on met le pied dans un parc, on paye. Alors, je suis pas pour faire tout payer, mais même 1 euro symbolique. Ou alors vider tout ce que vous avez de plastique dans vos sacs. Par exemple, j'ai vu des pays où on rentre pas dans un parc naturel si on a des sacs plastiques dans nos affaires. Anaïs, vous souhaitiez compléter ? Il y a une volonté de la part de la municipalité et de la métropole, puisque les déchets sont rattachés à la métropole, d'améliorer les choses. Aujourd'hui, on travaille là-dessus pour développer tout ce qui est tri sélectif. Donc, on a refait toutes les logettes pour les refaire propres. On a l'année dernière essayé d'identifier, de permettre aux gens de mieux identifier les containers et ce qu'il faut y mettre dedans. Donc, on travaille dessus. C'est long. Et après, je rejoins Laurence sur le problème de l'éducation, où aujourd'hui, les gens font peu, voire pas le tri. Donc l'incivilité, le manque d'éducation, c'est le gros problème, le gros frein au tri des déchets. La surfréquentation estivale engendre, entre autres, une surconsommation de plastique à usage unique et de bouteilles jetables. Avec l'interdiction des plastiques à usage unique entrée en vigueur en 2021, Smileau a décidé d'accompagner une petite trentaine de commerçants à Porquerolles, Porquerolles et l'île du Levant dans la substitution de ces plastiques par des alternatives réutilisables, locales et durables. Pour ça, ils ont fait appel à un designer, Antoine Boudin, qui travaille sur la revalorisation des déchets de canne de Provence issus de l'industrie varoise des Anges de musique. Geoffrey, vous êtes propriétaire du bar, restaurant L'Escale à Porquerolles et vous avez participé à cette démarche. Quelles sont les alternatives que vous avez mises en place dans votre établissement ? Alors ça a commencé un petit peu avant Smileau, parce qu'on a eu cette conscience, déjà quand il y a eu toutes ces annonces politiques qui ont été faites. Nous, on trouvait ça déjà très bien parce que c'était pas normal qu'on continue sur cette pente glissante. Donc on a mis en place un peu ce système de paille en carton. Et donc après, j'ai rencontré Maxime avec Smileau et Antoine Boudin pour la canne de Provence. On a vraiment été enthousiastes, on a trouvé ça super. Donc du coup, on a participé dans le sens où on a utilisé leur couvert en canne et leur paille. Donc on a complètement stoppé tout ce qui est consommable en plastique. Maintenant, on utilise en partie des objets de Antoine Boudin qui sont vraiment très très jolis en plus. Et vous avez senti une adhésion générale à ce projet de la part des commerçants, des restaurateurs à Porquerolles ? Alors dans l'ensemble, oui. Maintenant, ça suscite toujours les mêmes interrogations. Il y a toujours le côté un peu économique et financier qui fait que ça en freine certains. Est-ce que financièrement, vous y retrouvez ? On peut pas dire qu'on s'y retrouve, c'est juste qu'il faut changer nos habitudes de consommation. Si on veut absolument remplacer la paille en plastique par une autre paille, alors là, en l'occurrence, c'est la canne, mais que ce soit du métal ou du verre ou autre chose, ça coûtera systématiquement plus cher parce qu'on ne sait pas faire moins cher que le plastique. C'est juste qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens. Il faut juste arrêter de mettre des pailles et les proposer uniquement quand c'est indispensable sur certaines boissons. Vous évoquiez tout à l'heure le design du kit de couvert qui a été développé notamment par le designer Antoine Boudin. Je crois que vous tenez une boutique dans votre restaurant et que vous décidez probablement pour la saison prochaine de commercialiser ce kit de couvert. Là, l'alternative, c'est quoi ? C'est que vous allez acheter un pique-nique dans un commerce à Porquerolles, et nous, on vous propose le kit de couvert fait en canne de Provence. Donc, vraiment, en plus, là, pour le coup, c'est un produit 100% hierrois parce que le produit vient d'hier, le designer vient d'hier. C'est un objet vraiment design et de dire, voilà, j'achète ce kit de couvert, mais c'est du réutilisable. C'est-à-dire que c'est aussi un souvenir que je ramène à la maison. Alors, cette expérimentation, elle pourrait être étendue à d'autres îles de Méditerranée. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux restaurateurs comme vous qui hésiteraient à se lancer ? Je pense qu'il faut pas qu'ils aient peur de facturer. Maintenant, alors on va dire c'est toujours le client au final qui paye, mais je pense qu'il y a une prise de conscience quand même collective. Et quand on est sur une île, on peut se permettre d'être un petit peu plus strict sur certaines choses en disant voilà, vous venez sur notre île, nous ne fournirons pas de paille en plastique ni de couverts. Soit vous venez avec vos couverts, vos pailles, ce que vous voulez, soit nous on propose des alternatives. Mais je pense que les gens sont prêts maintenant
à rentrer dans cette phase d'arrêter du jetable et de passer sur du réutilisable. Est-ce que Laurence, vous, en tant que dirigeante des MED, vous avez été engagée on est à fond dans le zéro plastique. On a supprimé tout ce qui était les petits verres à dents en plastique, les dépannages en plastique. Voilà, on a tout est en non plastique. Là, on est en train d'essayer de mettre en place des gourdes avec des fontaines. Mais ça aussi, c'est de la sensibilisation. Alors, c'est de la sensibilisation, oui. Mais alors après, c'est un coût quand même. Et, c'est là où aussi il faut que nous, on trouve notre équilibre financier. Cette année, je pense qu'on va offrir des gourdes à nos clients, logotisées en disant, voilà, pensez à mon île, ne prenez, prenez plus de plastique. Aujourd'hui, la grosse partie plastique sur l'île, c'est les bouteilles. Alors l'hiver, le tourisme est très limité sur l'île. Ça n'a pas toujours été le cas. Au XVIIIe et XIXe siècle, Hyères et ses environs étaient réputés pour être la référence des stations d'hiver. L'hivernage était alors une thérapeutique pour de nombreux souverains, hommes politiques, écrivains qui venaient y séjourner pour se refaire une santé. Alors sans revenir bien sûr à ces pratiques élitistes, est-ce qu'il y a des initiatives du parc pour promouvoir les ailes de saison qui permettraient un tourisme constant, mieux réparti pendant l'année ? Alors là aussi, il y a un véritable enjeu, parce que effectivement, le fait d'étaler la fréquentation permet d'avoir un tourisme plus apaisé, parce que ça impacte également la vie du village. La question, c'est de savoir est-ce qu'on veut avoir un village vacances qu'on ouvre au 1er avril et qu'on ferme au 30 octobre avec un village déserté l'hiver, ou est-ce qu'on veut maintenir aussi une vie de village, une école, une boulangerie, une mairie Ça me fait faire une petite aparté, Virginie. Vous êtes habitante de l'île, vous y avez votre famille. On a vu qu'il y avait eu la fermeture de la poste, des menaces de fermeture de la crèche. On peut craindre une extinction progressive de la vie sur l'île. C'est un vrai risque. C'est un vrai risque. On en prend doucement le chemin, même si plusieurs actions tentent de limiter cette éventualité. On a beaucoup de mal à sédentariser les familles. Il y a la problématique du logement, bien évidemment, mais la question du tourisme est aussi un facteur limitant ou au contraire favorisant si on peut proposer des emplois plus longs, des emplois plus stables. D'avoir un tourisme annuel permet de stabiliser des emplois et donc de stabiliser des familles et de maintenir une vie sur l'île. L'enjeu, il est là derrière aussi. Quel type d'action, de propositions touristiques on peut faire aux touristes en dehors de ces mois d'été ? Alors là aussi, le parc national n'agit pas seul, même si dans le cadre, par exemple, du développement de la marque Esprit Parc National, on va inciter, on va essayer de développer les activités hors saison. Nous-mêmes, dans notre programmation des rendez-vous du parc dont on a parlé, on va essayer de faire des propositions très tôt dans la saison ou au contraire beaucoup plus tard. Donc on a la maison de parc par exemple qui est ouverte toute l'année et qui, comme l'office de tourisme d'ailleurs, qui est ouvert toute l'année et qui propose également donc des offres touristiques, des packs vélo, resto, bateau. Voilà. Développer le tourisme sur les ailes de saison, est-ce que ça vous semble une solution pour désengorger l'île l'été, pour faire vivre l'île à l'année ? Mon sujet de prédilection. Alors moi, les ailes de saison, j'y arrive pas. La basse saison, j'y arrive pas. Étirer la saison, je ne peux plus l'entendre. Voilà. Pourquoi, Laurence ? Pourquoi ? Parce que nous avons 4 saisons. Vous n'allez pas étirer la saison sur le mois de septembre, octobre, en disant tous les gens qui étaient là en août, ils vont venir en septembre, octobre, novembre. C'est pas vrai. La clientèle d'août restera la clientèle d'août, d'accord ? Et la clientèle qui viendra en novembre sera une clientèle qui va venir chercher un produit qui n'existe pas en août, qui n'existe qu'en novembre. C'est un vrai combat de langage que je mène là-dessus. Alors, je fais exprès d'être très énervée, mais parce que vendre de l'aile de saison, c'est vendre un reste de produit, c'est faire des soldes. Et moi, je trouve ça inacceptable. Quand on voit Porquerolles au mois de janvier, au mois de février, c'est juste magique. Vous allez à la montagne l'été, vous allez à la montagne l'hiver, c'est la même montagne, mais c'est pas la même montagne. C'est le même endroit. Mais les commerçants, les habitants, les autorités locales, les communes ont compris que c'était 2 produits différents. Alors, vous proposez quoi, Laurence ? Moi, je propose le tourisme des 4 saisons. Du coup, ma question, elle est très concrète. Au-delà du forfait journée, bateau, vélo, resto à 40 €, quelles pourraient être les propositions en termes de montée en gamme de l'offre touristique sur les 4 saisons ? Mais moi, je propose déjà la garantie soleil.
Pour 1 € de plus, n'annulez pas votre séjour si jamais aux infos vous voyez qu'il y a un petit nuage, parce que ça, on est très météo dépendant aussi. Vous venez, s'il pleut plus de 3 heures dans votre séjour, je vous rembourse le séjour. Qu'est-ce que je peux faire en montée en gamme ? Demander à Carmignac de rester ouvert l'hiver. Parce que ça, c'est un véritable attrait. Là, à partir de la semaine prochaine, on ouvre les jardins. 3 week-ends, on fait des tests. On va proposer des visites du jardin. Donc, on a les kinos qui viennent au mois d'octobre. Ça nous ramène du monde. On fait les 31 avec des animations loto et tout. Ça nous ramène du monde. On commence à combler ces trous-là. Maintenant, les vacances de la Toussaint, c'est rentré dans les mœurs. Les gens viennent pour les vacances de la Toussaint. Même les vacances de Noël. Et les vacances de Noël aussi. Si vous deviez retenir 3 axes majeurs pour le développement du tourisme durable sur l'île dans les 10 prochaines années, quels seraient-ils ? Anaïs, pour commencer. Toujours continuer dans l'amélioration de la gestion des déchets, développer ce tourisme des 4 saisons, qui est pour moi aussi vraiment vital. Laurence, si vous voulez compléter Ce modèle d'île exemplaire, même si elle n'est pas parfaite, pour moi c'est vraiment un des axes à mettre en place, c'est-à-dire tendre vers l'excellence du zéro plastique, déchets réglés, eau traitée, vie apaisée. Être un exemple de modèle de vie en développement durable, dans le cadre d'un parc national. Travailler peut-être sur un consortium sur tous les acteurs de l'île, mais un peu plus efficace. Et après, c'est toujours pareil, c'est l'éducation, quoi. Sensibiliser les gens, les enfants, sanctuariser un peu plus l'île. Je crois que le premier, c'est qu'il y ait un engagement politique, qui est vraiment des prises de décision fortes sur cette question-là. Le deuxième axe, c'est vraiment de favoriser l'engagement des partenaires aussi, partenaires privés, parce qu'il y en a un certain nombre qui seraient vraiment partants pour s'engager, mais qui peuvent pas forcément, alors pour des raisons économiques, pour des raisons des fois de formation, de compétences. Et c'est ce qui m'amène sur le troisième axe. Porquerolles, c'est une île sur laquelle il y a des super plages, mais pas que. Et je pense que de faire évoluer cette vision-là, ça va changer aussi beaucoup de choses. Les pièges à éviter pour vous ? C'est la banalisation, je crois. Je crois que chaque île a une identité qui lui est propre. Et je crois que le risque, c'est d'appliquer la méthode qui a marché à tous les endroits et à tous les sites, par confort, rester fidèle à l'âme du lieu. Dernière question, comment vous imaginez l'île dans 10-20 ans ? Moi, elle serait comme elle est aujourd'hui, mais en mieux. C'est-à-dire qu'on n'aura plus ces problèmes de déchets, de bateaux qui amènent de l'eau, de surfréquentation l'été. On pourra venir dîner un soir du mois de janvier dans n'importe quel petit restaurant. On pourra se balader sans avoir à regarder vite l'heure de navette pour repartir. Pouvoir prendre toute la substantifique moelle du lieu sans se poser trop de questions, quoi. Vraiment d'y être dans un endroit serein et pas contraint. C'est garder nos jeunes sur l'île qui veulent rester sur Porquerolles, qui puissent y loger, qui puissent construire leur famille, développer et s'investir aussi pleinement dans leur île, sans avoir toujours cette peur de devoir partir parce qu'on n'a pas de logement. Ça serait qu'on en fasse une île exemplaire, qu'on devienne une référence. Oui, puis il y a quand même une jeune génération qui est arrivée sur l'île, concernée par ces problèmes, donc je pense que oui. Et voilà, je suis persuadé que c'est les enfants qui nous sauveront. Ça passera par là, l'éducation. J'aimerais que la vie du village perdure, j'aimerais que ça reste une île habitée. C'est vraiment une île anthropisée, ça fait partie de son identité et ça me ferait vraiment mal au cœur que ça devienne juste un site touristique qu'on ouvre en avril, on remplit le tiroir caisse, on ferme au mois d'octobre, au revoir, merci. Voilà, ce serait vraiment trop dommage parce que l'âme de Porquerolles, c'est son patrimoine naturel. C'est son patrimoine culturel, mais c'est aussi son village. Ouais, je crois que c'est très bien résumé. Merci pour votre vision et votre regard sur Porquerolles. Merci de m'avoir reçu. Pour recevoir les épisodes du podcast chaque semaine, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou votre plateforme de podcast préférée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à la découverte des petites îles du monde. À très bientôt!